bienvenue sur cette conférence. Avec Yanis, on s'était dit qu'on voulait faire une conférence un petit peu fun, un petit peu décalée, qui parle quand même d'agilité. Et ça tombe bien, on avait plusieurs sujets sous le pied et on s'était dit qu'on allait en développer un. Donc, on va vous parler d'un sujet qui me tient à cœur, sur lequel on a deux, trois petites choses à dire. C'est la photographie et l'agilité, la photographie et l'informatique. Alors, qui je suis? Je suis Jean-Yves Klein, je suis un coach agile senior, je coach des coachs, je coach des équipes. Je mets en place des équipes agiles depuis 2008. Je suis certifié discipline agile, self, PMP, plein de choses amusantes. Je suis aussi fortement impliqué dans tout ce qui est serious game, avec Open Serious Game. J'ai déjà créé plusieurs serious games, j'en ai adapté, j'ai accompagné des gens pour en créer. Je suis aussi formateur, intervenant à l'IAE Tour sur plein de choses amusantes. Donc, voilà un petit peu de mon côté. Yanis, c'est à toi. Donc, Il faut de que mon tu… côté, Yanis Martin, excusez-moi, j'ai coupé le micro parce que j'ai des petits parasitages derrière très agréables que vous verrez d'ailleurs peut-être en fin de journée si vous êtes sage sur le dernier petit quart d'heure. Pour ma part, en fait, j'ai rencontré en fait Jean-Yves il y a quelques années en arrière maintenant, 3 ans. On a commencé à pas mal faire des conférences ensemble. Depuis une période qui s'échoue à peu près à 2016, j'ai pris des fonctions qu'on peut appeler de manager de transition, entre manager de transition et consulting. Je crois par contre, Jean-Yves, que tu as ton écran qui mord un peu au niveau du truc, tu n'es pas en plein écran, Ah, parenthèse. désolé, Euh, erreur. voilà, c'est juste pour la petite parenthèse. Du coup, en fait, voilà, j'ai travaillé en fait depuis à peu près, on va dire 12 à 15 ans en fait sur le management de SI. Les chiffres sont pas exacts, mais c'est pas forcément très intéressant. En revanche, en fait, voilà, depuis à peu près 4 à 5 ans, vraiment, j'interviens depuis cette période vraiment sur beaucoup de transformations de SI pour des grosses boîtes. Ou petites ou moyennes, etc. En fait, ce qui est plutôt intéressant, c'est tout l'aspect transition aujourd'hui qui m'intéresse. Pourquoi en fait viser ce genre de rôle en fait, et ça on en redébattra un petit peu après si vous le souhaitez. Ça a été aussi une des thématiques en fait du précédent échange tout à l'heure parce qu'on a fait une conférence ce matin, c'est de se dire que malheureusement une grosse partie des prises de décision ne peuvent pas être prises à certains niveaux hiérarchiques et qu'on est obligé à un moment donné malheureusement en fait d'attaquer un niveau plus haut. Et la conclusion de notre échange de tout à l'heure était de se dire que si un sujet comme l'agilité n'était pas prise, on va dire quelque part au plus haut niveau de l'entreprise, en fait, ça pouvait être voilà, assez compliqué. Pour finir, voilà, je me suis certifié sur plusieurs choses, pas forcément sur des disciplines en fait que sont l'agilité, DevOps et compagnie, parce que je considère que des gens sont bien meilleurs que moi sur ces sujets. Et moi, j'y viens plus en fait comme une personne qui va demander en fait des services ou des conseils à ces personnes. Et garder cette forme de distance sans être expert, en fait, amène aussi une forme, je trouve, de cohérence dans le parcours de quelqu'un qui va être athée ou agnostique dans l'approche d'entreprise, à savoir que si jamais on arrive dans une entreprise pour faire une formation de transformation ou je dirais de la terraformation, et qu'on est tout de suite affilié agilité, on va dire c'est encore un nougat agile qui nous vend sa salade. Alors qu'arriver de l'extérieur, en fait, avec une sorte de neutralité plus organisationnelle, permet de pouvoir avoir en fait voilà, des capacités de mouvement par rapport à ça. Et sans plus attendre, on va vous parler du sommaire. Donc, on va faire un bref rappel de l'histoire de la photographie, l'histoire de l'informatique, et puis les points communs avec plein de choses amusantes. Alors, l'histoire de la photographie. On va d'abord parler des ancêtres de la photographie. Et quand on va parler des ancêtres de la photographie, on va d'abord se dire que au début, ça ressemblait à ça. C'était moche, c'était très complexe à utiliser. Mhm. Euh, C'était lourd d'utilisation, c'était pas n'importe qui pouvait prendre une photo, c'était vraiment un vrai métier. Et puis dès qu'on attaquait des grosses photos, eh ben, il fallait un appareil énorme. Il s'appelait le Mammouth. Il avait été récompensé à l'exposition universelle de Paris en 1900. Il utilisait des plaques de verre de 225 kg avec une surface de photo de 3 mètres carrés et l'appareil photo au total faisait 400 kg. Donc, vous voyez que dès qu'on veut prendre une grande photo panoramique, machin, quelque chose d'un peu grand, Mhm. eh ben, on a besoin de quelque chose d'énorme, ce qui parfois rend les choses très complexes. Donc, les Et en débuts de fait, l'informatique la vitre faisait ton poids, c'est ça que tu es en train de dire? faisaient la moitié de mon poids. Et tu vois, enfin, vous voyez que on se retrouve avec une photo. Vous voyez le nombre de personnes qu'il vous faut pour pouvoir arriver à prendre cette photo. Vous voyez le nombre et la complexité que ça prenait. C'était vraiment pas simple. Et surtout, on était sur des plaques en verre. Alors, j'ai un voisin qui en avait énormément, des plaques en verre. C'est vraiment, on voit ça comme des choses super belles, mais c'est vraiment
à la fois très jolie et très complexe à mettre en œuvre, parce que cette plaque en verre, vous allez devoir la manipuler, gérer un petit peu tout ce qu'il va falloir mettre en place bien avant de se poser la question de j'ai une photo à prendre. Donc vraiment, on se retrouve sur quelque chose de très complexe à mettre en œuvre. Et une fois les plaques en verre, on est arrivé sur quelque chose qui venait de plus en plus facile. On est arrivé à faire des films. C'est pas parce que je suis lyonnais que je vais vous parler des frères Lumière. C'est à Lyon que ça a été créé. Et puis derrière, une fois qu'on a commencé à lancer des films, on a été de plus en plus loin. Et maintenant, quand vous regardez un petit peu des Star Wars, ils sont plus du tout sur des films, mais ils sont allés bien plus loin avec du stockage qui n'est plus sur pellicule, avec des choses très, très importantes. Quelques dates clés sur la photographie. Donc les premières photos, c'était sur goudron, du goudron sur papier, et derrière, il y avait plusieurs jours de pause nécessaires pour faire ce qu'on essaye d'appeler la première photo, qui pourrait être la première photo. Vous imaginez bien qu'on parle de chimie, on parle de choses très très complexes pour arriver à ce début de résultat. Et en fait, ensuite, on arrive à… Je vous fais un raccourci parce qu'on veut essayer que ce soit un petit peu sympathique. On arrive avec Kodak qui arrive à inventer un appareil que vous renvoyez au début, vous renvoyez systématiquement l'appareil à l'usine. Et puis tout d'un coup, ils arrivent enfin à développer le rouleau souple que vous êtes capable de modifier vous-même. On arrive enfin à la pellicule couleur en 1936. C'est pour ça que vous retrouvez des films de guerre de 1939 qui ont été recolorisés. Et c'est pour ça que c'est très compliqué de faire de la couleur. Et on arrive avec le développement sur mesure en 1972, où là, les plus vieux comme moi ont eu leurs grands-parents qui utilisaient le Polaroid. C'était génial. Un grand claque, un petit bruit, et puis vous aviez quelque chose immédiatement. En plus, et des années après, on arrive à avoir des selfies. Les premiers selfies, c'est 2013, où vous avez enfin un rendu immédiat. Et puis derrière, on arrive avec l'intelligence artificielle qui est capable de vous faire une amélioration en instantané de votre photo. Et donc, si on regarde un petit peu tout ce panel sur la photo, on se retrouve avec la même volonté de vouloir se rapprocher des attentes du client. Donc, la photographie doit montrer ce que veut voir le client, et pas dans 2 ans, et pas il y a 6 mois. On veut réduire le temps d'attente, c'est-à-dire qu'il faut que entre le moment où j'ai appuyé sur le bouton et le moment où je vois quelque chose, ça doit être le plus rapide possible. On se souvient qu'il y a 20-30 ans, vous étiez capable d'avoir une pellicule qui était développée en 1 heure. Mais développée en 1 heure, ça veut dire que si j'ai pris des photos il y a 1 mois, j'ai le résultat quand j'ai fini ma pellicule et que j'ai attendu 1 heure. C'est un temps énorme. Et donc, la volonté aussi, c'est de rendre les choses le plus simple possible, à la portée de tout le monde. Et le Polar et tous les autres ont été vraiment sur cette optique-là, faire des choses simples pour simplifier l'usage, pour mettre ça dans les mains de tout le monde. Tout le monde pouvait, aujourd'hui, tout le monde est, ce n'est plus un métier, enfin ça reste un métier photographe, mais tout le monde peut prendre une photo. Ce n'est Il pas y a plus de réservé, photographes parmi les participants. oui, oui, mais il n'y a pas que les photographes qui peuvent prendre une photo. Tout le monde peut prendre une photo. Alors après, c'est un Oui. débat pour le coup qui est très intéressant parce qu'il reviendra aussi sur la notion peut-être d'agilité qu'on pourra remettre en place tout à l'heure. Le moyen technique permettant justement de faire des choses, c'est pas pour autant qu'on peut se substituer non plus en fait au rôle d'expert, comme tu viens de dire. C'est pour ça que je reprenais de ça, hein, c'est pas du tout négatif, au contraire. Oui. Mais c'est que typiquement, on peut retrouver des situations où en fait typiquement sur des événements couverts par des professionnels ou non professionnels, du résultat aussi final. Et là où en fait ce sera intéressant pour la notion d'agilité, notamment pour les personnes qui ont été formées justement sur cette notion quelque part de code, on va très vite voir aussi sur le rendu d'un produit en fait des développeurs qui sont experts sur certaines technologies et d'autres qui vont coder parce qu'ils ont appris très rapidement à le faire. Et en fait, voilà, c'était juste une petite, en allant dans ton sens, hein, de bien préciser Oui. qu'en effet, aujourd'hui, l'outil technique nous permet de vachement faciliter les choses. On pourra parler de no-code ou de low-code si jamais ça vous intéresse Tout à aussi, fait. pas forcément dans la conférence, mais a posteriori. Voilà, aujourd'hui, les outils nous permettent de faire beaucoup de choses. En revanche, il faut quand même avoir cette forme de papate d'expert en fait derrière qui permet d'arriver facilement à une cible. J'en reviendrai un petit peu tout à l'heure, mais aujourd'hui, moi, j'ai des enfants, je reçois des pubs
pour que mes enfants apprennent pendant les vacances scolaires à créer un jeu. Mmh. Ce qui est juste, par rapport à ce que j'ai appris quand j'ai appris l'informatique il y a plus de 20 ans, complètement délirant. Tout à fait. Maintenant, on va revenir à l'histoire un petit peu de l'informatique. Alors, pour ceux qui n'étaient pas nés, les ancêtres de l'informatique, Cocorico, c'est français, c'est la Pascaline, qui est le vrai premier programmation d'un calcul. Ensuite, vous avez la bombe, ce qu'on a appelé la bombe. C'est un espèce d'ordinateur. Je ne veux pas parler d'un ordinateur, mais c'est un espèce d'ordinateur qui a servi à décoder la machine Enigma qui permettait aux forces de l'Axe d'envoyer des messages cryptés. Et cette bombe a permis de comprendre et de décoder tous les messages de l'Axe, ce qui a permis d'éviter des milliers de morts. Et derrière, vous aviez l'ENIAC, pardon, qui était un ordinateur qui servait justement, un ordinateur à lampe encore, on n'est pas encore à l'époque du transistor, hein, vous voyez les lampes qui sont un peu partout là, c'était vraiment utilisé pour avoir des calculs d'artillerie, quelque chose, aujourd'hui où on met de l'argent, c'est toujours un petit peu la guerre et l'armée, mais vous voyez que c'est des machines qui sont énormes. Et quand on parle de bug, c'est un insecte en anglais. Ben oui, c'est parce qu'entre les fils, il y a un insecte qui a fait courju, et derrière, ça a fait un bug. Le terme vient de là. Et ensuite, on est arrivé à la carte perforée. Alors, mon père a travaillé en tant qu'informaticien avec des cartes perforées. Moi, j'ai travaillé avec des fichiers au format carte perforée. Mais vous voyez que c'est une façon d'envoyer, de donner à la machine votre programme que vous n'aviez pas de disquette ou de bande à l'époque. On était sur de la carte perforée. Ça vous rajeunit un peu. Et si je continue un petit peu sur les supports, on voit que très rapidement, on est arrivé sur du support à bande magnétique. J'ai pas de bande magnétique ici, c'est dommage. Ensuite, on est arrivé à la disquette 8 pouces, la grande noire, que j'ai utilisée. Vous aviez 80 kilooctets dessus, ce qui est vraiment peanuts. Ensuite, en orange, vous avez la 5 pouces 1 quart qui faisait 360 sur une face qui est passée en haute densité, machin, sur deux faces. On est arrivé à 1 méga 4. Et ensuite, vous avez la petite verte qui était la disquette dure qui faisait 720 d'un côté. Et donc, on arrivait à doubler pour faire 1 méga 4. Mais 1 méga 4, si vous regardez un petit peu la moindre photo que vous prenez aujourd'hui, elle va faire plus d'1 méga. Donc, dites-vous bien qu'à l'époque du début de l'informatique, on s'aperçoit que stocker de l'information, c'est très compliqué. Et ensuite, on arrive à un premier disque dur. Imaginez que ce disque dur-là, que vous voyez rentrer dans un avion en 1956, il faisait 5 mégas. C'est juste énorme, 5 mégas. Aujourd'hui, une clé USB qui fait 5 mégas, ça n'existe même plus. Et puis derrière, on a commencé à stocker sur des CD laser, du laserdisc, du CD classique, pour enfin arriver à ce que vous avez peut-être encore dans votre poche, voire même plus dans votre poche, des clés USB qui arrivent maintenant à avoir des capacités phénoménales. En termes de date clé, on va parler du boulier. On n'a pas de date. Ensuite, on arrive au XIIIe siècle où on est arrivé à faire du jacquard. C'est vraiment de la programmation de cartes perforées qui a été beaucoup utilisée à Lyon pour faire de la soierie et autre chose. Et qui est encore utilisé aujourd'hui d'ailleurs. Oui, vous avez, je ne veux pas faire de la pub pour la belle ville de Lyon, qui est la capitale de la France, comme tout le monde le sait. Vous avez un musée de la soierie qui utilise des métiers jacquard avec des cartes perforées et vous pouvez voir le truc fonctionner. Ensuite, on arrive sur des centraux IBM. Et donc, vous voyez qu'il y avait beaucoup de monde encore qui était utilisé dessus. Pour arriver au premier PC personnel, le personnel computer, PC, ça vient de là, avec 2-3 anecdotes. Hein. Moi, je me souviens d'un copain, quand il a acheté son PC, enfin, quand son père lui a acheté le PC en 1990, première fois qu'il l'a branché, la première chose qu'il a fait, c'est « Papa, arrête la perceuse !» Non, c'était le PC qui faisait du bruit, tellement c'était juste énorme. Et puis derrière, la puissance des machines aidant, on arrive à avoir tellement de puissance dans la poche qu'on s'est aperçu que même sur les premiers Nokia, vous aviez plus de puissance dans votre poche que la puissance qui avait été utilisée pour envoyer les hommes sur la Lune. Donc,
l'informatique a cette croissance exponentielle en termes de puissance, nécessaire aussi en termes de stockage, qui a permis toutes ces révolutions-là, avec cette volonté toujours d'augmenter la puissance. On va parler de la loi de Moore, cette loi qui dit que, je crois que c'est tous les 3 ans, la puissance, le nombre de transistors, pardon, double tous les 2 ans. Et pour l'instant, la loi de Moore continue à être validée, vérifiée. Et donc, on se retrouve avec des puissances qui augmentent systématiquement tous les 2 ans, aller de plus en plus vite. Et donc, la fréquence des différents processeurs augmente. Moi, le premier processeur que j'ai utilisé, c'était un SX20, donc il était sur 20 MHz. Aujourd'hui, le portable depuis lequel je vous parle, il y a déjà quasiment 1000 fois plus. Non, bien 100 fois plus. Toujours, comme l'a dit et fait remarquer Yanis, rendre les choses plus simples, oui. Il y a de nouveaux métiers qui sont arrivés. Donc, quand on parle du X et du Y, c'est vraiment des métiers qui sont là pour rendre l'expérience utilisateur la plus simple possible, parce que maintenant, on a suffisamment de puissance pour rendre les choses jolies. Avant, pour ceux qui... Oh, je passe pour un vieux con, mais je le fais quand même. Pour ceux qui ont déjà utilisé un Minitel, ben, c'était moche, mais c'était pratique. Maintenant, non seulement votre programme il doit être pratique, mais en plus, il doit être beau, sinon personne ne va l'utiliser. D'où cette amélioration du service rendu. Votre produit, il doit avoir tout ce qui, au-delà des capacités techniques, au-delà du fond, il va falloir que la forme soit aussi nickel. Et c'est ce qui a permis à des entreprises comme Apple de sortir des très beaux produits, des très beaux programmes, parce qu'ils avaient aussi énormément attaché d'importance à tout ce qui était forme. Tout à fait. Après, petit bémol que j'apporterai, en fait, dans la même question tout à l'heure, c'est la question aussi relative à l'optimisation. À un moment donné, je m'étais intéressé parce que j'avais un ami, enfin, un vieil ami qui avait bossé sur je crois que c'est le premier Gamma 60, un truc comme ça, qui était un des premiers ordinateurs mis en place en France. Et je crois qu'avec une base de calcul de 8 kilooctets, on pouvait générer en fait le trafic de tous les trains de France. Donc c'était une optimisation qui était juste colossale par rapport à ce qu'il y avait derrière. Aujourd'hui, avec 8 kilooctets, je ne suis pas sûr qu'on soit capable de faire grand-chose d'un point de vue organisation, parce que l'augmentation des moyens aussi a amené une augmentation de gourmandise en fait, de l'utilisation des applications. Et là où justement devient intéressant ce forme de comparaison par rapport à ce que je dirais aux photos, c'est pas parce qu'on a une capacité technique folle qu'on cherche justement une optimisation, parce qu'on se dit qu'on a la possibilité de faire énormément de choses derrière. Et là, je vois un très beau parallèle qui se dit que plus les moyens techniques avancent, plus on a une forme de liberté de mouvement qui, d'un point de vue esthétique, pour reprendre la photo, nuirait peut-être au propos final, parce qu'on va peut-être justement peut-être moins prendre le temps pour chercher à trouver vraiment la photo, qu'on pourra retoucher, remodifier, etc. Et en informatique, on aura peut-être de temps en temps des raccourcis qu'on fera très rapidement, qui n'amèneront pas une optimisation, parce que justement, on peut aller plus vite et la puissance suit derrière. Et bien justement, je vais vous en parler justement de cette puissance et de ces temps de cycle. Donc, j'ai essayé de faire ce petit tableau. J'ai eu beaucoup de mal à mettre des vrais chiffres qui correspondent à quelque chose. Mais déjà, si on regarde la première ligne pour se dire, ben voilà, le temps de préparation du support jusqu'à la réalisation de la photo, au 19e siècle, ça se comptait en semaines. Autour des années 1950, là, c'est des jours, il faut la photo, la pellicule, ainsi de suite. C'est plus pratique à réaliser, mais ça se compte en jours quand même. Dans les années 80, oui, ben, ça va se compter en heures. Dans les années 2000, préparer votre appareil photo pour prendre une photo, c'est 2 minutes. 2010, c'est 30 secondes. Et maintenant, prendre une photo, se préparer à prendre une photo, c'est 1 seconde. Maintenant, si on parle du feedback, c'est-à-dire que entre le moment où j'ai pris la photo et le moment où j'ai le résultat de ma photo, 19e siècle, on parle encore de jours. Il faut, ce que je vous ai montré, que ce soit sur du goudron, que ce soit sur de la plaque de verre, le temps de développement se compte en jours. Pareil en 1950. Et derrière, dans les années 80, comme je vous ai dit, maintenant ça se compte en heures. Vous étiez capable d'apporter votre pellicule et de revenir un jour plus tard, voire 1 heure plus tard, ce qui a fait le succès de la FNAC et des photos rapides et des machins, parce que vous développez votre pellicule en 1 heure et c'était génial. Et derrière, dans les années 2000, une fois qu'on est passé au numérique, vous étiez capable d'avoir un feedback de votre photo, pas forcément sur un écran tout petit, tout moche, mais en 1 minute, le temps de raccorder votre ordinateur et tout ça.
Dans les années 2010, on arrive à quelque chose à 10 secondes. Et maintenant, le feedback, il est immédiat. Si vous prenez un selfie, le feedback, il est immédiat, c'est-à-dire que votre caméra, elle est directement reliée avec un écran, ce qui fait que vous voyez tout de suite ce que vous êtes en train de filmer, vous voyez tout de suite ce que vous êtes en train de photographier. Maintenant, si on regarde un petit peu la même chose au niveau informatique, la conception d'un programme, que ce soit sur du Jacquard ou autre, ça se compte en mois. Dans les années 50, ça se compte en semaines. Dans les années 80, en jours. Dans les années 2000, en heures. Vous pouvez concevoir un programme dans la matinée, il n'y a aucun problème. Dans les années 2010 et 2020, maintenant, vous êtes capable de concevoir, comme l'a expliqué Yanis, avec du low-code ou ce genre d'IDE et de langage de programmation, de faire des programmes à la minute. Quand je programme des Arduino, quand je programme ce genre de petits microprocesseurs, ça me prend 1 minute de faire mon programme et de vérifier qu'il marche. C'est justement ce que j'essaie de vous montrer, c'est que le feedback entre la conception et de le voir tourner, au 19e siècle, on parlait de mois. En 1950, on parle de jours. Dans les années 80, on parle d'heures. Dans les années 2000, compiler un programme, ça prenait 1 minute ou 2 ou 3. C'était pas neutre. On avait encore le temps d'aller boire un café parfois quand le programme était très gros. Et maintenant, suivant que le programme est énorme parce qu'on va y rajouter énormément de graphiques, ainsi de suite, parce qu'on peut se permettre que le programme soit gros et comme l'a exprimé Yanis, avec beaucoup de fonctionnalités, bien plus qu'il n'en faudrait réellement, oui, on se retrouve sur des temps très acceptables de minutes. Et votre feedback utilisateur, oui, on reste sur des mois, semaines, jours, jusque dans les années 80. Et maintenant, un feedback utilisateur, il faut juste trouver l'utilisateur pour qu'il vous donne le feedback, mais c'est juste l'avoir sous la main pour récupérer son impression, qu'est-ce qu'il en a pensé, ainsi de suite. Et ça change énormément de choses. Et comme vous voyez, dans ces deux approches, que ce soit la photographie ou l'ordinateur, on se retrouve sur la même convergence de rapidité. Et donc, dans les points communs, le premier point commun, ça va être ce time to market, c'est-à-dire que la réduction du temps pour avoir un retour de ce qu'on a produit, une photo ou un programme. Et c'est ce qui a permis le succès des programmes et c'est ce qui a permis aussi l'énorme évolution des photos. Est-ce qu'aujourd'hui, on prendrait encore autant de photos s'il nous fallait des jours pour l'avoir? Je ne pense pas. Personnellement, je ne pense pas. La deuxième chose, c'est l'augmentation des volumes. Yanis en a un petit peu parlé tout à l'heure, c'est de se dire que comme on peut prendre de plus en plus de photos, on va en stocker de plus en plus. Que ce soit des programmes, les programmes sont de plus en plus gros, de plus en plus lourds, parce que ça ne pose aucun problème de faire un programme qui fait 3 gigas aujourd'hui. On est juste un petit peu limité quand c'est un programme qui va être stocké sur un smartphone, où là, s'il fait plusieurs gigas, on va commencer à se poser la question, je le télécharge, je ne le télécharge pas. C'est une question qu'on va se poser 10 secondes. Les photos aujourd'hui, elles prennent de plus en plus de mégas et ça ne gêne personne. Il faut quand même en être conscient. Un autre aspect qui est commun aux deux, c'est ce que j'ai appelé la volatilité. C'est-à-dire que qui va encore regarder les photos que j'ai prises, que vous avez prises il y a 20 ans? On va regarder les photos d'histoire, mais est-ce qu'elles ont encore une énorme utilité en dehors du sens historique? Et qui va utiliser des programmes d'il y a 20 ans? Est-ce qu'on les regarde encore? Non. Il n'y a que dans certaines grandes entreprises nationales où ils ont encore des programmes qui ont été conçus il y a 20 ans et qui fonctionnent et qu'ils entretiennent en essayant de garder un maximum de matériel d'époque pour pouvoir continuer à faire tourner ces programmes parce qu'on n'a pas envie de recommencer à reprogrammer, on n'a pas envie de revérifier tout. Ça marchait il y a 20 ans, on veut que ça continue comme ça. C'est énormément valable dans l'industrie, que ce soit dans le pétrole ou que ce soit ailleurs. Si ça marche une fois, on ne veut pas y retoucher. Mais à part cette petite exception-là, les programmes d'il y a 20 ans n'intéressent plus personne.
Mhm. Après, dans cette même logique, il peut y avoir par contre une sorte de double lecture qui est intéressant. Bon, après, les photos, en effet, d'il y a 20 ans ne sont pas regardées. Non, mais tu peux me laisser la suite, c'est pas problématique. Il peut y avoir des situations dans lesquelles certaines entreprises maintiennent par contre en fait des programmes d'il y a 20 ans par problématique justement de non-modernisme. Tout à l'heure, on parlait de questions de sécurité. Il y a encore des secteurs sur lesquels aujourd'hui, pour éviter justement de mettre en place des règles un peu compliquées, en l'occurrence de survol, de supervision et de maintien en conditions opérationnelles, de se maintenir sur des vieux services ou vieux systèmes, par exemple. Non, tu veux ça, s'il te plaît? Excusez-moi. Voilà. Par Petit exemple, impératif, vous avez mais un système, euh, de, euh, de supervision de la sécurité du métro lyonnais, évidemment, je ne vous parlais que de Lyon, euh, qui détecte que si quelqu'un chute sur la voie, comme il n'y a pas de conducteur à Lyon, automatiquement, dans certains métros, pardon, automatiquement, ça coupe toute l'électrification de cette voie-là. Et donc, ce système-là, j'avais travaillé dessus il y a une dizaine d'années, tournait sur un très vieil ordinateur. Et ça gênait personne, puisque ça faisait le job. Et ce n'est pas parce que l'ordinateur avait évolué ou les ordinateurs avaient évolué en 5 ans, en 10 ans, qu'il fallait refaire le programme. Et bien pourtant, il y a eu un moment où ils se sont dit, il faut qu'on refasse le programme parce qu'on n'est plus capable de trouver ce genre d'ordinateur-là qui était capable de piloter autant de prises série et donc qui nous permettait de dialoguer sur tout, sur toutes nos rames, sur toutes nos stations, ainsi de suite. L'autre chose, c'est l'absence d'optimisation. À une certaine époque, on optimisait le programme parce qu'on n'avait pas la place. Quand vous fonctionniez sur un programme qui travaillait sous DOS, c'est-à-dire bien avant Windows, vous n'aviez qu'un méga. Et un méga, c'est très très peu pour mettre tout le programme, parce que déjà, vous avez l'operating system, l'OS, qui vous preniez déjà une grande partie de ce méga-là. Et donc, dès qu'on a commencé à avoir cette place, on a arrêté d'optimiser les programmes. Les capacités des ordinateurs continuant à augmenter avec la loi de Moore, il n'y avait aucun intérêt à passer du temps à payer pour optimiser le programme. Et de même, aujourd'hui, vous avez des appareils photo qui ont tellement de millions de pixels que si vous faites un stage de photo comme l'a fait un copain, on vous apprend, vous shootez, vous shootez, vous shootez, il n'y a aucun problème, on saura recadrer comme il faut quand on sera tranquillement sur l'ordinateur pour faire les choses proprement. Donc, vous shootez et toute cette question d'optimisation qu'on se posait quand on avait un numérique, un argentique, pardon, parce que la photo, je ne vais pas trop pouvoir la recadrer 10 fois. Donc, cette recherche de l'optimum avant d'appuyer, on ne l'a plus du tout aujourd'hui. Il n'y a plus d'optimisation. Tout à fait. Et ça revient sur la métaphore un petit peu qu'on utilisait hier, c'est par rapport à mon ami justement qui est photographe, qui expliquait qu'à l'époque, en fait, ce qu'on disait un peu en préambule tout à l'heure, mais à l'époque, quand on avait une photo, bah, déjà, les pellicules coûtaient très cher. Le développement pouvait être en plus compliqué sur certains aspects parce qu'il réclamait une certaine forme de technique. Donc, on envisageait le fait que pour prendre une photo, surtout qu'on ne pouvait pas spécialement la retoucher, ça nécessitait des compétences au niveau du diaphragme, de la lumière, etc., etc. Et on pouvait prendre énormément de temps pour arriver justement à mettre ça en place. Sauf que dans les faits, aujourd'hui, et en revenant sur ce que tu disais par rapport à la capacité de modification qu'il peut y avoir, Ah, je vous montrerai la petit tornade souci. dans une seconde, c'est le fait que justement, en fait, aujourd'hui, on peut prendre une infinité de choses et peut-être que sur les 200 photos qu'on va prendre, on aura une de bonne. Et c'est celle-ci qu'on va choisir et sur laquelle on fera justement les modifications requises. Et là où justement, en fait, amener une certaine forme de tristesse la personne, c'est la notion aussi de perte de patience. Tu parlais de time to market tout à l'heure, sur le manque d'optimisation, c'est qu'en fait, on a un flux continu de sorties, on ne se pose plus la question justement de prenons le temps d'optimiser au maximum justement cette notion de photo. Et on retrouve ça dans le code aujourd'hui avec en fait des usines à code qui font des sortes de profusion de choses, qui ne cherchent pas à optimiser. Pour autant, en fait, ça mène aussi d'autres questions-réponses de temps en temps, autour notamment de l'aspect Green IT, par exemple. Ce qui pourrait en fait être une très, très bonne façon de se représenter cette forme justement d'optimisation. Euh, on développe du code qui va être très consommateur, en volume, en place, en taille, etc. Sauf qu'on ne se rend pas compte derrière, ça peut aussi avoir des impacts des fois environnementaux, et ça, c'est justement lié à cette absence d'optimisation. Parce que stocker beaucoup de choses en mémoire, on s'en fiche, mais qui dit stocker des choses en mémoire, ça veut dire aussi prendre de la mémoire, et donc prendre de la mémoire, ça a une incidence sur la charge de l'ordinateur, et donc sa consommation électrique. Plus vous avez de mémoire qui est chargée, plus vous allez avoir le processeur qui va aller rechercher à différents endroits, donc il va faire appel à la RAM.
plus il va faire d'appel à la RAM, plus ça va le ralentir, ou ça va le faire chauffer. Et le faire chauffer, il y a un moment où l'ordinateur chauffe, et donc d'avoir un maximum, un certain nombre de programmes non optimisés, voire qui ne vous servent à rien, fait que votre ordinateur, lui, de par lui-même, de parce que vous avez 40 onglets qui sont ouverts, de parce que vous avez Word, Excel qui tournent en permanence, même si vous n'en avez rien fait que vous allez consommer de l'électricité, que vous allez chauffer votre pièce pour rien. Même si aujourd'hui l'électricité, c'est pas trop cher, mais multiplié par 10 millions, 20 millions ou 1 milliard d'utilisateurs, ça commence un peu à compter. Et derrière, l'obsolescence, j'ai un petit peu parlé tout à l'heure de volatilité, mais l'autre chose qu'on ne sait pas trop, c'est-à-dire qu'une fois que vous avez gravé vos photos sur un CD ou sur un DVD, ce CD, ce DVD va s'altérer dans le temps. Et donc, que vous ayez mis un programme, que vous ayez mis n'importe quoi, aujourd'hui, des sources fiables de stockage dans le temps, eh bien, il n'y en a pas. Il n'y en a que très peu. Ça s'appelle des disques, ça s'appelle des DVD, mais en verre. Et aujourd'hui, vous n'avez pas le lecteur, vous n'avez pas le graveur, vous n'avez pas tout ça. Donc, quand vous allez aller graver vos photos de vos enfants, de votre mariage, et que vous allez, dans 10 ans, essayer de les relire, quelque part, ça risque d'être un peu compliqué. Même si vous avez mis ça sur un disque dur, un jour, ça ne marche plus. Donc, gardez tous ces éléments importants, que ce soit un programme ou que ce soit une photo, sachant que tous les supports qu'on a aujourd'hui sont des supports à obsolescence, c'est aussi quelque chose un petit peu à prendre en compte. Et puis derrière, on en a un petit peu parlé tout à l'heure avec Yanis, c'est une explosion du nombre d'ordinateurs. Tout à fait. On a presque tous plusieurs ordinateurs sans s'en rendre compte. Vous avez un ordinateur dans votre téléphone, vous avez un ou plusieurs ordinateurs dans votre voiture. Vous avez évidemment des ordinateurs au bureau. Dans toutes les machines un petit peu intelligentes, vous avez de plus en plus d'ordinateurs. Et de même, vous avez de plus en plus de caméras autour de vous. Je vous parle au travers d'une caméra, j'ai un téléphone, ma voiture a une caméra de recul, on a de plus en plus de caméras de partout. Cette explosion du nombre de devices est aussi valable que ce soit dans l'informatique ou dans la photographie. Et sans vouloir vous faire peur, voilà ce sur quoi j'ai fait mes premières photos. J'avais un OM10, enfin bien avant, j'avais un vieil appareil qui me sortait des vieilles pellicules. Il a très mal survécu. C'était un don et derrière, ça ne va pas trop. Ensuite, je suis passé à de l'OM10. J'ai réussi à aussi emprunter un l'OM2 de ma mère qui était vachement plus sympa, vachement plus puissant. Et comme vous voyez, j'utilisais un énorme téléobjectif avec un doubleur de focale. Je n'ai pas réussi à trouver de photos de doubleur de focale qui me permettait d'aller à la chasse aux photos. Et j'ai essayé de choper des chevreuils et derrière, avec une pellicule optimisée, en partant à 3 heures du mat parce qu'il fallait y être avant le soleil, plus se cacher. Et derrière, à la fin de l'été, j'ai pu développer mes photos. Et derrière, j'avais une petite tache brune sur un énorme fond vert parce que le chevreuil, lui, il bougeait. Et avec la faible luminosité que j'avais, ça n'a pas donné grand-chose. Voilà en quelques mots les parallèles qu'on a fait sur la photographie et l'informatique. Et on voit que dans notre perception quotidienne de l'agilité, où justement on veut des boucles de feedback de plus en plus rapides, c'est exactement comme sur votre smartphone, où on a voulu les boucles de feedback les plus rapides possibles, parce que c'est ce que voulait le client. Et c'est ce qui a permis l'essor de toute cette techno sur à la fois différents domaines techniques, que ce soit sur le fond ou que ce soit sur la forme. Tout à fait. Et en complément, et c'est là où justement je trouve ça intéressant, tu reparlais de la loi de Moore tout à l'heure, en fait c'est un truc qui est plutôt intéressant, c'est de se dire qu'aujourd'hui on ne peut plus aller plus loin, en l'occurrence, d'un point de vue physique, c'est un peu le truc que j'avais lu il y a quelques années, parce qu'on arrive à une limite en fait qui fait qu'on ne peut pas miniaturiser à outrance. À un moment donné, il y a une limite en fait de la capacité de faire des condensateurs d'un point de vue millimétrique. En revanche, on commence à penser maintenant à des architectures de microprocesseurs qui seraient en fait en 3 dimensions, ce qui serait en fait une façon de passer ce cap.
Eh oui, alors, on est sur un horaire où les enfants deviennent prioritaires et ne comprennent pas pourquoi est-ce qu'ils ne sont pas la priorité absolue, absolument normal. C'est justement ce qui est aussi intéressant de pouvoir avoir ce genre de petites choses qui cassent la dynamique par rapport à ça. Mais moi, je trouve ça génial. Même si, voilà, on ne peut pas tout toucher, faire tout n'importe quoi. Mais voilà, pour terminer, en fait, en revenant là-dedans, je pense qu'aujourd'hui, justement, c'est ce qui est totalement intéressant par rapport à ça. En fait, génial. Le fait que l'on puisse justement. Quoi? Ça? D'accord. Ben voilà, une petite fille heureuse. Arriver justement pour finir en fait ce que je disais, à structurer ce qu'il faut pour correspondre à tout ça. Et c'est pas parce qu'à un moment donné, les moyens, justement, comme ils explosent, qu'à notre niveau, il ne faut pas justement chercher à tendre vers cette forme d'optimisation. Aujourd'hui, typiquement, pour revenir sur ce qu'on disait, beaucoup de projets qui sont faits sur la base en fait du cloud, notamment avec lesquels je bosse, ce que tu disais tout à l'heure, en fait, c'est cette espèce d'évolution technique sur laquelle on est en train de tendre, amène aujourd'hui beaucoup de projets justement d'optimisation, d'occupation quelque part en fait des VM notamment, qui essaye justement de réduire, comme tu disais, en fait, l'explosion du nombre d'appareils qui traînent ici et là, avoir en fait des architectures qui sont justement optimisées d'un sens en fait taille, d'un point de vue utilisation. Et ça, c'est une sorte de nouvelle tendance qui apparaît depuis peu par rapport en fait justement ce que j'ai dit tout à l'heure un petit peu à toutes ces normes de RSE. On peut à un moment donné décider de continuer à augmenter les volumes, à répondre au time to market, mais on peut le faire aussi en fait à un moment donné en réfléchissant. Et en fait, c'est un peu un élément en fait d'une ouverture par rapport à notre discussion qui fait qu'aujourd'hui, quand bien même on puisse prendre des dizaines de milliers de photos, pour pas dire millions de photos par an, euh, quel temps, quelle personne passe en fait au cours de l'année passée une certaine volumétrie de son temps pour aller voir les photos qui ont été prises. Si on a, mettons, 2-3 photos qui nous touchent, en fait, est-ce que pour autant, on va aller revoir les 10, 20 000, 30 000 photos qui ont été prises? En fait, on se rend compte qu'en fait, on va créer des énormes espaces de stockage, en revenant sur cette absence d'optimisation, pour des photos qui finalement ne nous touchent pas au plus, qu'on va être peut-être très heureux de revoir 5 ans, 10 ans plus tard, maintenant quand ces histoires de stockage permettent de passer outre la volatilité, comme tu disais, ou en tout cas la notion d'obsolescence. Pour autant, en fait, on est rentré dans une phase un petit peu, je pense, en fait, par rapport à ça, de consumérisme, qui a envie d'avoir toujours plus. Et là où justement, je trouve ça pour le coup intéressant, c'est qu'il y a quand même une dynamique dans les entreprises d'essayer justement de passer outre l'optimisation et la segmentation des volumes. Aujourd'hui, ce qui freine un petit peu cette optimisation et ce besoin d'optimisation, c'est que les moyens deviennent de moins en moins chers. Vous regardez le prix d'un disque dur de 5, 10, 20, 30 gigas aujourd'hui, ça diminue tout le temps. Et donc, pourquoi chercher à optimiser? Le problème, c'est que si on ne fait pas cette optimisation-là, si vous n'avez pas fait le ménage sur les 100 photos que vous avez prises sur votre premier week-end de déconfinement, qui est-ce qui va aller les regarder? Et le jour où vous allez commencer à rechercher quelque chose d'intéressant dans ces 100 photos, ça va être compliqué de trouver la meilleure, alors que le but du jeu, c'est de pouvoir faire le ménage rapidement et de se dire, je vais garder 3, 4 belles photos qui me rappelleront quelque chose, qui me feront donner des émotions, alors que garder 100 photos, ça va être compliqué et ça va surtout être une charge plutôt qu'un plaisir. Voilà, on a voulu faire un petit peu. Euh, voilà un petit. Alors là c'est comme le problème des obésiciels. C'est quoi un obésiciel? Alors oui, c'est un peu ma question. J'ai une petite question pour vous, messieurs. Effectivement, là, je vois le parallèle, effectivement, super intéressant. Et donc déjà, merci pour ça. Et en fait, le problème des obésiciels, c'est les logiciels qui sont devenus complètement obèses en fonctionnalité. Et on en met toujours plus, plutôt que de prendre le temps parfois de dire, ben non, ça, on va finir par enlever pour alléger le logiciel. Et la photothèque, c'est pareil, quoi. Et je regardais mon téléphone, effectivement, avec 10 000 photos et plus. Je dis, bah oui, en fait, on a envie de les garder. Et puis après, on se dit, oh, c'est plus tard, je trierai. Mais en fait, le plus tard, il n'arrive jamais, quoi. Oui. Et ça fait un peu, Et c'est pareil, cette notion d'obésité d'information qu'on accumule, mais qu'on n'en fait rien, quoi. bah, en fait, le problème sur ces logiciels-là qui ont what 1000 fonctions, c'est-à-dire qu'à un instant T, il y a un an, il y a 10 ans, il y a quelqu'un qui a demandé cette fonction-là, mais comme il ne va pas revenir pour te dire je n'ai plus besoin de cette fonction-là, exactement comme les photos que tu as dans ton téléphone, tu te dis je vais la garder au cas où. Et c'est ce au cas où qui fait que ton logiciel, il est au cas où de plein de choses.
et on n'a pas de mesure exacte au fait qui utilise vraiment telle fonction ou telle fonction dans mon logiciel. Et ce qui fait qu'à force de au cas où, bah, tu pars avec des valises en vacances qui font 50 kilos au cas où. Oui, exactement. Après, n'oublie pas que l'agilité, c'est faire les choses simples. Keep it simple. Keep it simple. Un Yes. message qu'on aura entendu plus d'une fois aujourd'hui. Non, mais tout à fait. Et je reviens justement sur ce comparatif pour finir maintenant que j'ai un petit temps de répit. C'est exactement ça en fait. Et aujourd'hui, justement, il y a beaucoup de questions qui se posent et je reviens sur la notion d'organisation, sur cette notion justement de se dire finalement toutes ces utilisations-là, en fait, est-ce qu'on en a vraiment besoin? Et en fait, moi, je sais qu'une fois de temps en temps, comme tout le monde, je dois changer de téléphone. Et avant, j'étais vraiment dans cette forme de focus sur le fait de sauvegarder toutes les photos que j'ai. Sauf qu'en fait, une fois de plus, on en revient là-dedans. En fait, à un moment donné, on se retrouve sur une situation où les choses lâchent. Et très bon exemple, qui est une très bonne métaphore, j'étais parti à Yerevan en vacances il y a 3 ans, et à un moment donné, concours de circonstances, je me suis fait un petit peu bousculer par une armoire à glace russe, un mec qui devait faire bien 2,10 m en fait, et voilà, mais pas méchamment, hein. C'est juste qu'on s'est un petit peu tourné, mon téléphone est tombé par terre, c'est éclaté, et la question qui s'est posée, c'est au fond, ce téléphone, j'ai plein de trucs vachement importants dessus. Et puis avec du recul, je ne l'ai pas réparé, et puis j'ai jeté ce qu'il y avait dessus, et puis ça n'a pas empêché de vivre en fait par rapport à ça. Et c'est là où on se retrouve, je pense, dans une situation en fait où justement des ouvertures vers la notion même de photo, etc. C'est peut-être qu'on commence à amorcer aujourd'hui le fait de retrouver typiquement des vrais sens sur les productions qu'on puisse avoir. Et typiquement en photographie, il y a beaucoup de salons qui existent un peu partout qui permettent justement de promouvoir ça, à savoir justement essayer de retomber sur des valeurs de technicité. Et je reviens sur ce qu'on parlait. En fait, j'ai une amie qui a été élue portraitiste de France. Alors, je ne savais même pas qu'il y avait des récompenses en fait, qui élisaient certaines personnes. Je crois que ça s'est passé à Grenoble d'ailleurs la semaine dernière ou il y a 15 jours. Et c'est là, en fait, on peut retrouver, si on est passionné par ce sujet, certains de ces sujets. En fait. Pour revenir à ce qu'on se disait il y a 30 secondes sur cet obésiciel, c'est-à-dire des logiciels de partout. J'espère qu'il nous regarde, mais ça m'étonnerait. J'ai un ami lyonnais, évidemment, qui a fait une mission où on lui a demandé, dans une belle entreprise française, de supprimer du patrimoine applicatif des applications. Il a dit, OK, je veux bien les supprimer sur tous les serveurs, sur ce que vous voulez, mais il y a quoi? Eh bien, on ne sait pas. Eh ben, il éteignait les serveurs. Si personne râlait, il éteignait le suivant. Comme ça. Ah ouais, c'est la technique du Mikado. En fait, voilà. Donc, t'enlèves, et puis tant qu'on dit rien, c'est bon. J'ai vu ça aussi. T'imagines ce que ça coûtait à la boîte de maintenir des serveurs parfois haute disponibilité, parce qu'on ne sait jamais. Donc, tu as des trucs de redondance, de la clean, des machins, trucs dans tous les sens. Tu te dis, au fait, ça coûtait combien de garder ces serveurs qui laissaient tourner des applications dont personne n'avait besoin depuis des années? Oui, mais ça peut servir un jour. Oui, on en revient au cas où. Je pars avec ma valise de 50 kilos pour un week-end. Ouais. Après, dans la photo aussi, j'avais un truc qui me venait aussi en tête, je voulais le partager avec vous, c'était les logiciels avec la photo, justement, et qu'il y a quand même eu beaucoup d'évolutions aussi. Et le logiciel phare, c'était Photoshop, mais que Photoshop est devenu tellement un logiciel plus de création que de retouche. Ils ont fait vraiment le côté Lightroom, après, qui lui est resté focus. On revient aux fondamentaux de la photographie. Et donc après, des fois, le logiciel, en fait, ça se sépare et ça crée quelque chose qui est vraiment ciblé sur quelque chose de beaucoup plus Le juste artistique. nécessaire. Le juste nécessaire. Regarde aujourd'hui Word. Moi, mon premier Word tenait sur 2 disquettes. 2 disquettes 720. Et c'est là-dessus que j'ai écrit mon rapport de stage. Donc, je n'avais pas besoin d'énormément de fonctions. J'avais besoin de pouvoir taper mon texte au kilomètre, mettre des titres, et puis derrière, je n'allais pas les centrer puisque c'était mon rapport de stage. Donc, ça serait justifié à gauche et basta, quoi. Aujourd'hui, ton Word, si tu regardes, quand on commençait à l'installer sur plusieurs disquettes, tu sortais tes 16 disquettes ou tes 24 disquettes pour installer ton pack Office avec des fonctions que tu n'utilises quasiment pas. Il y a eu des études justement qu'on a vues récemment. En 15 ans, en fait, le couple Windows plus Office a multiplié par 114 sa consommation de mémoire et son besoin de mémoire. Tout à fait. Et puis finalement, en fait, se faire pour ma part une application qui est exactement la même, à savoir le besoin de taper du texte.
Exactement. Oui. Ouais. Mais on fait des PowerPoint qui sont vachement plus jolis qu'avant, hein. J'espère que vous avez remarqué. Non, mais Euh, il est et au-delà de ça, 18h50, hein, donc si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas. Moi, j'ai posé mes questions déjà, donc c'est le moment de partager ça. Et merci pour vos questions. et d'ailleurs, tu reparlais de Word et d'Excel, il était connu à une époque que quand tu ouvrais Excel, tu ne le fermais plus, hein, Word non plus. C'est-à-dire que si tu l'ouvrais, tu le fermais, tu l'ouvrais, tu le fermais, à chaque fois, il te prenait de la mémoire qu'il ne libérait pas. Et donc, à un moment, tu n'avais plus de mémoire sur ton PC parce que tu avais ouvert 10 fois et fermé 9 fois Excel. Donc, tu l'ouvres et tu ne le fermes pas. Oui, j'ai bien connu ça. Personne n'a pensé à essayer d'optimiser le truc. Personne n'allait te dire je n'achète plus Excel à cause de ça. Donc, merci, au revoir. Ouais, c'est ce qui est marrant aussi, la photo, c'est moi je transpose aussi avec la musique et qu'il y a énormément de points communs. Ça pourrait être l'objet d'une prochaine conférence d'ailleurs, ça, sur Bon, on la fera pour justement la prochaine fois. avec plaisir. Sur ce côté, effectivement, évolution de la musique, pareil, des instruments et puis de la technique de prise de son, ne serait-ce que les prises de son. Où avant, il fallait avoir des enregistrements dans des studios de fou, et maintenant, on fait tout ça chez soi. Et, et avant, on avait une prise, une bande, et voilà, on était content avec. Maintenant, on a 25 000 fichiers sur son disque dur, prise 1, prise 2, prise 3, prise 4, et puis on les trie Oui. jamais. Donc, en fait, Et, il y a ce problème un peu universel, quoi, quelque part. et derrière, pareil, hein, sur ta clé USB, tu vas avoir toute toutes les chansons avec toutes les pistes de tous tes artistes préférés. Alors qu'avant, tu avais des mètres cubes de CD ou des mètres cubes de disques vinyles. Et derrière, pour pouvoir les réutiliser, machin, tu t'amusais avant de faire un sample, quoi. Exactement. Ouais. Justement, ce qui est intéressant sur la comparaison de musique, en fait. Dis donc, tu fais quoi, toi? Tu veux dire un coucou à la caméra? Ce sera diffusé sur Internet, ça ou pas, le truc complet? Ou c'est juste en effectif réduit? On peut éditer, c'est comme vous voulez. Non, c'est pas ça, c'est pour pas montrer la petite à partout. Non, non, on fera ça après l'enregistrement si ça vous va Ouais. dans une seconde. Voilà, oui, parce qu'il y avait quelqu'un qui voulait bien nous rejoindre à partir du moment où on coupait Tout à l'enregistrement. fait. Et ben, je vous propose du coup Donc, juste, je me permets de clôturer le conclure. truc par rapport à la partie. Tiens, voilà, tu prends ça? Sur la partie, comment justement musicale, c'était en fait la création qui est Dark Side of the Moon des Pink Floyd. Et en gros, un des professeurs que j'avais, en fait, j'ai été inscrit à l'ENM à Villeurbanne. Et il me disait, quand on voit ce qu'ils ont pu faire avec 4 pistes, qu'on est impossible de faire aujourd'hui avec des ordinateurs sur Pro Tools notamment. Moi, je travaille sur Pro Tools, sur lequel, si on comble bien les choses, on peut monter jusqu'à 128 pistes avec des systèmes de reverb dans tous les sens et toute une injonction. On serait aujourd'hui presque dans l'incapacité de le faire, malgré que, justement, on ait beaucoup plus de moyens techniques. Parce qu'on avait derrière des ingénieurs qui avaient vraiment poussé au maximal, finalement, les capacités sonores. Et là où, justement, un jour, j'avais été à Marais, j'étais parti dans un séjour en Afrique centrale, et j'avais entendu des sons de batterie qui étaient juste colossaux, en me disant, mais enfin, vraiment, c'est meilleur que certains concerts qu'on voit au Zénith ou à Bercy à Paris, quoi. Et en fait, le mec avait juste mis une compression sur sa grosse caisse, mais il avait une batterie pourrie, littéralement, quoi. Sauf que c'était pareil, peu de moyens, et donc, comme on a peu de moyens, on cherche une optimisation. Et l'optimisation, pour le coup, était plutôt très, très bonne. Et c'est là où, justement, tous ces parallèles, en fait, sur les moyens technologiques qui avancent et la manière dont on arrive justement à sortir ça, font que, en fait, des fois, on perd un peu cette essence par opulence, quelque part, où on peut se dire, c'est pas grave, on a les moyens, on peut se faire plaisir. Et ça évite des fois, justement, de retomber dans des sens plus pragmatiques qui amènent des fois des choses beaucoup plus intéressantes. Auquel cas, en fait, et c'est un très bon comparatif qu'un jour m'a sorti un ami, il me disait, en fait, à un moment donné, ce qu'il y a de beau dans un art martial, c'est justement qu'on est contraint par quelque chose. Sinon, ça s'appelle une baston de rue, en fait. Mais il disait, en fait, ce qui va être élégant dans du judo, dans du karaté, c'est justement qu'on va essayer de se mettre un cadre précis d'optimisation qu'on ne dépassera jamais. Et c'est là où, justement, on trouve quelque chose qui nous permet de nous surpasser. Si, justement, on a, c'est un peu le cas pour ces nouvelles technologies, les demandes qu'on voit chez des clients qui vont dans tous les sens, le fait-on, oui, mais finalement, pourquoi le fait-on? A-t-on vraiment besoin de tout ça? Et ça, en fait, pour moi, c'est un peu la question de fond de la conférence de tout à l'heure. Il y a des thématiques un peu philosophiques dans lesquelles aujourd'hui on peut toujours avoir des besoins. En revanche, en fait, des fois, peut-être retrouver un sens vraiment de pourquoi on fait les choses, typiquement sur la notion de développement, pourrait permettre des fois de retomber un peu plus sur ses pattes et pas justement partir dans tous les sens. Ouais, c'est exactement ce que disait
Tout à l'heure, dans une des conférences, dans le chat, il y a quelqu'un Isaac et Crispin qui disaient les contraintes, finalement, nous rendent plus créatifs. Et ça se Ouais. vérifie complètement. D'où revenir à du frugal. Exactement. Frugal, c'est la clé, l'une des clés. Messieurs, merci beaucoup, beaucoup pour cette très belle intervention. Et du coup, je rends Avec l'antenne, plaisir. on passe en off, et puis après, on conclut tranquillement. Merci à vous.